plutôt de donner la parole au co-organisateur de ce colloque, à savoir Pierre Magne, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous ici, puisqu'il est philosophe et maître de conférence, entre autres maître de conférence à l'École Polytechnique, et qu'il va nous parler, où son titre est tout aussi suggestif que subversif, l'immortalité ou le capitalisme enchanté. Pierre, à toi. Merci beaucoup, Michael. Je suis désolé, je pense que je vais réintroduire un peu de grisaille, la grisaille des idées philosophiques, au milieu de toutes ces figurations artistiques qui ont quand même puissamment enrichi nos réflexions sur les altérations possibles de l'homme, les multiples disparitions possibles de l'homme. Alors, retour un peu de philosophie, et je placerai mon petit exposé sous une citation, sous l'égide d'une citation de Borges, l'écrivain, le romancier, novelliste, qui disait « Peut-on menacer d'autre chose que de la mort? Ce qui serait intéressant, original, ce serait de menacer d'immortalité. » Et c'est un peu ça que j'essaie de montrer, c'est-à-dire que la promesse d'immortalité du transhumanisme, indépendamment du fait de savoir si elle est farfelue et si elle est réalisable, au fond, c'est pas mon problème, eh bien, constitue une menace, et pour le dire tout de suite un peu l'essentiel, une menace qui pèse sur nos corps, sur le rapport que nous avons à nos corps. Ça va être un peu ça mon point central. Alors de toute évidence, il serait difficile de refuser de vivre plus longtemps, voire tout le temps. Et si cela était possible, je ne vois pas bien quelle bonne raison, a priori, on aurait de le refuser. Le pouvoir de vivre longtemps, très longtemps, tout le temps. Vous savez, on en entend parler partout, que les sciences contemporaines qui sont regroupées sous l'acronyme NBYC font des avancées spectaculaires et dessinent un horizon qui commence à donner vraiment le tournis. Ils annoncent que nous allons vaincre la maladie, arrêter le processus du vieillissement et reculer indéfiniment l'âge de la mort. À terme, c'est l'immortalité. En 2050, nous serons immortels, parole d'ingénieur. Et au fond, d'ores et déjà, nous pouvons vivre assez longtemps pour accéder à cette immortalité. Ceux qui seraient nés un peu tard, et qui en ont les moyens, ils peuvent se faire cryogéniser, ce que font déjà un certain nombre de... Pardon ? Oui. 100 000 € pour la tête, 200 000 pour le corps, parce qu'il n'est pas sûr qu'on ait besoin du corps pour être restauré plus tard. Autrement dit, la momification moderne n'est plus réservée aux pharaons. Ces discours sur notre immortalité prochaine, c'est quand même important à souligner, ne sont pas le fait d'illuminer. C'est le fait de savants reconnus qui s'appuient en partie sur des résultats incontestables. D'ailleurs, il faut souligner, je crois que c'est important, qu'il n'y a rien de nouveau dans le fait que la rationalité scientifique et technique s'empare d'un mythe ancien ou ancestral pour le réaliser. L'avion, le télégraphe, la radio, en un sens, accomplissent des mythes préalables et précédents. Et en un sens, la rationalité a toujours été la fille sérieuse et appliquée de la mythologie. Et c'est Bloch qui dit ça, mais je trouve ça très juste. On pourrait lire les contes des Mille et une nuits comme un catalogue d'inventions à venir. Dans le cas de l'immortalité, la projection rationnelle reprend le mythe d'une façon un peu originale. D'abord, parce qu'elle supprime, la projection rationnelle, toute l'ambivalence du mythe. Tous les mythes d'immortalité sont très ambivalents. Vous avez les mythes grecs de Titon ou Titone, je ne sais pas comment on dit, pour lequel son amoureuse obtient l'immortalité auprès de Zeus, mais elle oublie de demander l'éternelle jeunesse, donc il se dessèche indéfiniment, et pour finir, elle l'abandonne. Vous avez le mythe, c'est pas un mythe, le fameux passage des voyages de Gulliver, où Gulliver rencontre les immortels au nom imprononçable, et c'est intéressant parce que les immortels sont complètement surpris qu'on leur envie l'immortalité, et en fait, ils ont tellement tout vécu et tellement tout vu qu'ils sont dans un état de dépression profonde et éternelle. Donc le mythe, c'est pas nouveau, mais le mythe à la fois formule un désir et met en garde contre la démesure de ce désir, quoi. Dans le cadre de l'immortalité, nos ingénieurs sont absolument sereins. Pour eux, il n'y a aucun doute qu'on peut être perpétuellement dans la félicité. Il y aura éternellement des choses à apprendre et à expérimenter. Deuxième point sur cette projection rationnelle de l'immortalité, elle place l'immortalité au terme d'un programme, au fond, qui ne fait qu'un avec le progrès humain en général, quoi. Leur point, c'est pas de dire les hommes désirent l'immortalité, donc nous devons la leur trouver. Leur point, c'est de dire, nous, dans nos laboratoires, nous sommes en train de devenir maîtres du processus de vieillissement, de la sénescence. Et en ce sens, l'immortalité formulée comme but rentre parfaitement dans le programme d'une humanité qui s'est toujours définie de dépasser ses limites naturelles, quoi. C'est au fond très difficile d'argumenter contre. On est devant l'argument,
imparable, le progrès scientifique et technique nous permet enfin d'envisager que 3 petits points. Et du coup, toutes les critiques de l'immortalité ou de la promesse d'immortalité sont un peu rabattues du côté d'une position rétrograde, qui en appelle à la nature humaine, à ses limites et à sa mortalité essentielle. Au fond, on s'oppose à l'immortalité en essayant d'évoquer le caractère vertueux du fait de n'être plus et de la souffrance qui va avec. Bon, mon objectif, moi, c'est d'essayer de construire, de proposer, de défendre une autre critique de l'immortalisme. Et il y en a une qui a été faite là, qui est assez forte par Ganachia, Jean-Gabriel Ganachia, oui, qui s'appelle Le mythe de la singularité. Donc ça, c'est une critique épistémologique. Si vous voulez, il montre que les énoncés d'anticipation de nos savants ne correspondent pas à une logique de faisabilité. Autrement dit, il montre à quel moment et sur quel point les ingénieurs se transforment en prophètes, quoi. Critique épistémologique, très solide et très convaincante. Et moi, je voudrais tenter de prendre le transhumanisme promettant l'immortalité par un autre bout et faire une critique, le prendre en tant que tel comme un discours métaphysique. Il se propose comme un discours métaphysique qui nous annonce une autre vie, dépassant la vie corporelle. Et c'est un peu dans ce sens-là que je voudrais l'affronter ou m'y confronter. L'immortalité n'est pas un pouvoir comme les autres. Ce n'est pas une possibilité qui s'ajoute à la condition humaine. Au fond, c'est la possibilisation de toutes les possibilités. C'est la fin des impossibilités. Et au fond, c'est un passage à la limite de la condition humaine. Ce qu'on nous annonce, c'est la fin de la finitude. Le pivot de cette métaphysique, c'est la critique du corps. Le corps qui est actuellement le nôtre. Et qui est considéré comme une version 1.0. C'est comme ça qu'elle est nommée par les penseurs transhumanistes. Version 1.0 du corps, inefficace et défaillante. Et au fond, notre corps actuel est une version appelée à être dépassée par d'autres versions du corps. Et sans cesse dans les discours et les articles des transhumanistes, c'est ce corps-ci, qui est actuellement le nôtre, qui est désigné comme à dépasser. Bon, alors comment je vais procéder ? Pour évaluer cette métaphysique, je me demanderai d'abord comment elle entend transcender ou comment elle entend dépasser le corps humain. Quelle façon elle veut le dépasser. Ensuite, j'essaierai d'interpréter cette quand même étonnante aspiration de nos technosciences contemporaines à la métaphysique. Essayer de l'interpréter de manière un peu en termes d'idéologie. Est-ce que ça ne remplit pas une fonction qu'on pourrait appeler, avec un terme un peu vieillot, mais pourquoi pas, une fonction un peu idéologique. Et puis pour finir, je reviendrai au corps, pour essayer de montrer ce qui est mis en danger dans notre existence corporelle par le transhumanisme et son annonce de l'immortalité. Autrement dit, quelle métaphysique de l'immortalité il nous propose ? Est-ce qu'elle ne s'articule pas assez bien avec une vision marchande du monde ? Et à la fin, quel corps, quelle idée, quelle expérience du corps on peut leur opposer ? Alors ma première idée, c'est quand même de montrer que cette métaphysique qui parle d'immortalité, qui parle de vie spirituelle, qui parle de fin de vie incarnée, qu'en fait et en réalité, elle est bien physique. Elle est tout à fait physique, cette métaphysique. Classiquement, de Platon à Descartes, le concept d'immortalité est lié intrinsèquement à celui de l'âme. Il y a de multiples façons de le comprendre. Mais la métaphysique de l'immortalité, c'est toujours une métaphysique dualiste, l'âme, le corps, qui sont appelés à être séparés tôt ou tard l'un de l'autre, ou l'un et l'autre. Devant l'évidente corruptibilité des corps, s'il y a quelque chose d'incorruptible, ça ne peut pas être un corps, c'est donc une âme. Donc l'âme est une, indivisible, inétendue, etc. Toutes choses qui ne sont pas les propriétés des corps. Dans ces discours, le transhumanisme semble défendre une position dualiste comme celle-là. Marvin Minsky, directeur du programme de l'intelligence artificielle au MIT, parle du cerveau comme d'une meat machine, machine de viande, et du corps comme d'un bloody mess of organic matter, un sacré bazar, un sacré fouillis de matière organique. Donc en parole, vous voyez bien que l'idée, c'est quand même de nous délier de nos corps pour faire de nous de purs esprits. On dirait le programme du Phédon, quoi. Nous serons purs, enfin séparés de cette chose insensée ou absurde qu'est le corps. Et on dirait alors, c'est tout à l'honneur des transhumanistes, que la modernité, qu'on a accusé d'être matérialiste et de nous ramener à des corps productifs et consommateurs, trouverait un nouvel essor un peu spirituel ou spiritualiste. Bon, je crois que le discours et la réalité ne sont absolument pas adéquats et qu'en réalité, le transhumanisme n'est pas du tout dualiste.
Pour dépasser la version 1.0 de nos corps, dont il parle, voilà le programme. La première étape repose sur la bio-ingénierie. Donc on introduit dans le corps des nanorobots, ils vont circuler dans le sang et dans le cerveau, ils vont éliminer les toxines, ils vont favoriser l'oxygénation, ils vont perfectionner l'alimentation et ils vont augmenter l'activité cérébrale. Le transport de l'oxygène par les globules rouges est un système un peu lent et encombrant, il faut l'améliorer. Quant à notre cerveau, bon, on peut reconnaître quand même le caractère merveilleux de la création de la nature, mais on accomplit 200 opérations par seconde, ce qui par rapport au système électronique qui en accomplissent des dizaines de millions ou des centaines de millions par seconde est un peu pathétique, quoi. Donc première étape, reconstruction et perfectionnement continu du corps humain en agissant sur ses mécanismes les plus fins. À quoi s'ajoute une possibilité nouvelle ouverte par la génétique, qui est d'intervenir sur la structure des gènes eux-mêmes. On sait maintenant agir sur les gènes qui codent la protéine associée à l'hormone de croissance. Et récemment, on a réussi à modifier les gènes d'un ver qui s'appelle le ver rond, qui est tout ce qu'il y a de plus banal, de sorte qu'on a réussi à le faire vivre 188 jours, ce qui équivaut analogiquement à nos vies, à une vie humaine de 500 ans. Bon, ce qui est quand même pour assez spectaculaire. Convenons-en. Alors il paraît que le ver, pendant cette vie allongée, a semblé tout à fait léthargique. Et dit le protocole d'expérience, qui est tout à fait sérieux, si on joue sur ses taux d'insuline et qu'on lui enlève les tissus gonadiques, interprétez comme vous voulez, il semble retrouver la joie de vivre. Je passe sur le protocole de l'expérience. Ce qui me semble intéressant, ce que je veux souligner, c'est que bon, avec ce travail sur l'auto-reconstruction du corps et le ralentissement du processus du vieillissement, on est encore à des années-lumière de l'immortalité. Et l'immortalité, elle est promise avec le corps 3.0, c'est-à-dire l'hybridation de nos esprits avec des intelligences non biologiques. Voilà le point. C'est là qu'on pourra transférer notre être sur des supports incorruptibles ou imputrescibles. Et c'est ce processus de désincarnation qui serait la clé de la vie immortelle. Bon, question. À quoi se consacreront nos esprits libérés de la chair? Que ferons-nous, selon nos transhumanistes, une fois devenus immortels? Bon, les descriptions sont assez claires et assez partagées. L'idée, c'est que sans effort et sans délai, donc quand on sera implémenté sur une machine non biologique, sans effort et sans délai, on pourra communiquer, s'informer et se remettre en permanence à jour. Autrement dit, nos capacités cognitives démultipliées seront parfaitement branchées à un réseau de cyberespace, nous transformant en espèce de commutateurs d'informations et de messages. Donc il faut qu'on s'imagine comme des superprocesseurs en réactualisation permanente. Bon, est-ce que c'est une vie enviable ou pas? Je ne sais pas, ce n'est pas la question. Le point important, il me semble, c'est que le transhumanisme ne promet pas du tout une vie de purs esprits, pour le coup. Il promet une vie d'interface, un système de neurones complètement intégré au cyberespace. Alors cette perspective d'immortalité et l'activité à laquelle on consacrerait tout notre temps enfin libéré, il me paraît intéressant de la confronter avec quand même des perspectives d'immortalité que la tradition nous a léguées, quoi. Et il y en a une qui me semble tout particulièrement intéressante à avancer ici, c'est celle d'Aristote. Éthique à Nicomaque, livre 10. Aristote dit, je cite, « L'homme doit, dans la mesure du possible, s'immortaliser et tout faire pour vivre selon la partie la plus noble qui est en lui. » Comment on fait pour s'immortaliser selon Aristote, dans la mesure du possible? Eh bien, c'est ce qui arrive quand on est dans une activité contemplative. Pour Aristote, la pensée qui contemple devient pure présence à ce qu'elle pense. Elle est entièrement absorbée en elle-même, elle est pleinement présente à elle-même, et alors s'ouvre une autre expérience du temps. Le temps de la contemplation, dit Aristote, c'est plus un temps qui passe et après lequel on court. C'est un moment de suspens du temps. Il est plus proche de l'instant que du temps. En un sens, c'est une expérience de l'éternité. S'immortaliser pour Aristote, c'est pas faire l'expérience d'un temps allongé, c'est au contraire faire l'expérience de ce qui est contraire au temps. Bon, mais attention, dit Aristote, cette expérience que nous offre parfois la pensée à force de penser, c'est rare et c'est bref. On retombe dans l'existence en puissance, on retombe dans la séparation avec les choses à faire, les choses à penser, et on est à nouveau repris par le temps. Autrement dit, pour Aristote, en certains points du temps, nous touchons fugitivement
à quelque chose qui n'est plus du temps, ou qui n'est plus de l'ordre du temps. Peut-être l'expérience esthétique aussi, pourquoi pas. Bon, la perspective transhumaniste est tout à fait différente. Elle ne parle pas de la possibilité de sortir fugitivement du temps. Elle parle d'une immortalité qui serait acquise tout au long du temps. Si vous voulez, là où Aristote y situe l'immortalité dans une différentielle du temps, à des instants qui ne sont plus du temps. Le transhumanisme la situe dans l'intégration de tous les moments du temps. Nous serons immortels, selon eux, en cette vie, par la capacité de vivre indéfiniment le même temps. Et par la capacité de faire la même chose que ce que nous faisions auparavant, mais mieux, plus vite et sans arrêt. Autrement dit, l'immortalité promise, elle est plus de l'ordre du sempiternel que de l'éternel. J'ai commencé à quelle heure Ouais, ok. Donc version longue. Parce qu'on a pris l'habitude de distinguer. Ouais. Ok. Oui, j'arrive. Bon, ça ne devrait pas nous étonner que cette immortalité soit bien intemporelle, quand on examine un peu mieux ce que le transhumanisme considère être notre esprit. Puisque c'est ça mon point pour l'instant, de vous montrer que ce n'est pas un dualisme. Chez Aristote, la part qui est en nous capable de s'immortaliser, l'intellect, ce n'est pas une partie intégrante de l'homme. Au fond, c'est la part du divin en nous, quoi. Les mots sont les mêmes, exactement, chez les transhumanistes. Mais la réalité n'est pas du tout. Kurzweil, toujours, qui est un peu quand même la bête à abattre depuis 2 jours, 1999, affirme que nous allons engendrer des machines spirituelles qui seront le triomphe de l'esprit. Non, ça c'est pas lui, c'est moi. Et je cite, dans ce qu'il a de plus spécifiquement divin. Bon, la puissance divine dont il nous parle ici, ce n'est pas une puissance de contemplation dans le suspens du temps. C'est une puissance d'opération innombrable à tous les instants du temps. Il s'agit en tout et pour tout d'assurer le triomphe des machines sur l'esprit qui a accepté de fonctionner comme une machine. Autrement dit, nous libérer du corps, décrit comme une machine de viande, dont je vous parlais au début, ce n'est pas faire de nous de purs esprits. L'esprit est conçu comme une mécanique quelconque, réduite à une somme d'informations qu'on peut dupliquer et qu'on peut transférer. Si le transhumanisme veut nous débarrasser du corps dans sa constitution biologique, c'est pour perfectionner l'esprit dans tout ce qu'il a de plus matériel. L'immortalité n'implique donc pas la position métaphysique d'un esprit distinct de la matière. Elle s'articule plutôt à une conception de l'esprit information, qu'il s'agit d'implémenter, de transférer sur un corps qui, lui, serait moins pourrissant que le nôtre. Bon, en réalité, on est dans une conception technique de l'immortalité, et pas métaphysique. Il ne s'agit pas de penser autrement le temps de la pensée, il s'agit de donner à la pensée un corps qui lui permette de vivre tout le temps. Et la vie éternelle dont on nous parle, il ne faut pas l'imaginer comme celle des âmes platoniciennes, libérées des corps, qui peuvent s'adonner à la contemplation des idées. Elle fait plutôt penser peut-être aux visions médiévales de la résurrection des corps. Vous voyez, le Moyen-Âge, 11e, 12e siècle, on décrit ce qui adviendra de nos corps après la résurrection. C'est très intéressant. Il est question de corps spirituels qui, tout en conservant entièrement leur structure matérielle, ont acquis des propriétés nouvelles. Alors beauté, agilité, qui définit quoi l'agilité? La capacité à se transférer à tous les points de l'espace sans résistance et sans transition. Ben, c'est un peu ça que nous promet le transhumanisme. Ce n'est pas des âmes libérées des corps, c'est des corps glorieux, des corps célestes. Étrange métaphysique donc de l'immortalité qui en fait est complètement matérialiste. Et alors je pense qu'il n'est pas étonnant que, avant que je passe à mon deuxième point, mais il n'est pas étonnant que dans le petit, j'ai pas beaucoup d'images par rapport aux exposés précédents, mais j'en ai quand même amené une, par rapport que le petit manuel du parfait immortel, donc c'est juste la couverture, de Kurzweil et Grossman, serons-nous immortels? Oméga 3, nanotechnologie, clonage. Et ce qui est intéressant, c'est la présence de ça, Oméga 3. Parce qu'en fait, le livre, qui est un pavé monumental, consiste principalement, je ne sais pas si ça vaut consiste principalement en des conseils de diététique. Et au fond, la métaphysique du transhumanisme nous promet la santé comme salut. Et vous voyez, c'est tout à fait physique comme métaphysique. Au fond, le transhumanisme, de ce point de vue, est un peu un hygiénisme, quoi. L'idée, c'est pas de faire un adieu au corps. L'idée, c'est, à mon avis, plutôt de nous induire dans une vigilance, un contrôle permanent à l'égard de nos corps. Et pour le coup, on devine peut-être derrière cette pseudo-métaphysique un enjeu de pouvoir. À quoi je vais essayer de me consacrer maintenant, pour essayer de décortiquer, au fond, quelle est la fonction de ce discours
qui donne un peu le vertige. Alors, bon, la rationalité contemporaine, elle parvient à d'impressionnants résultats dans la réparation et l'augmentation des corps. Ça, c'est indubitable. Et mon propos, c'est pas de remettre en cause l'esprit scientifique comme méthode d'hypothèse, d'expérimentation, etc. Mon propos, c'est plutôt de savoir dans quelle mesure, parfois, l'esprit scientifique ne devient pas un esprit de la science, au sens où Weber parlait d'un esprit du capitalisme. C'est-à-dire un esprit de la science qui remplit une fonction de connaissance dans son lien à ce que j'appellerais, même si le mot est un peu gros, dans son lien au capital. Au fond, je voudrais savoir, le transhumanisme fait de la mort une idéologie comme les autres, mais je voudrais savoir dans quelle mesure le transhumanisme, lui, n'est pas aussi une idéologie pas tout à fait comme les autres, quoi. Fonction idéologique du transhumanisme, voilà, pour le dire brutalement. Bon, à première vue, c'est un peu contre-intuitif. Parce que lorsque Marx a inauguré ce type d'analyse, donc la fonction idéologique de la science, c'était pour montrer comment la rationalité est enrôlée pour rendre les corps plus productifs. Ce que certains transhumanistes disent aussi. Hein, nos corps sont devenus trop défaillants pour fonctionner au même rythme que le monde machinique dans lequel on est, il faut les adapter. Mais ce n'est pas les plus intéressants. Le transhumanisme qui vise l'immortalité promet autre chose. Supprimer la maladie, soulager les peines et déclarer la mort de la mort ou la mort à la mort. Comment on interprète ça? Bon, à mon avis, pour cela, c'est utile de revenir à Marx lorsqu'il a montré que la conception marchande du monde, on se trompe en croyant que c'est une idéologie pragmatique qui réduit tout au calcul et à l'efficacité. Je crois qu'il y a une très grande idée dans le Capital, alors le livre de Marx, hein, pas la chose, une très grande idée dans le Capital, c'est que le monde marchand, c'est pas un monde désenchanté, c'est pas vrai, c'est un monde qui a besoin de représentation en un sens métaphysique. Et schématiquement, dans les analyses de Marx, cette métaphysique du monde marchand, elle repose sur deux principes. Un principe de temporalité et un principe de corps ou de corporéité. À ce moment-là, il n'est pas question de nos corps et de leur avenir. Hein. On parle de la temporalité de la production, de la corporéité des marchandises. Mais on a un schéma temps-corps, vous allez voir, qui s'appliquera très bien à nos corps, une fois que le transhumanisme lui en donnera les moyens. Temps et corps. Que veut dire Marx? Très sommairement, mais ça me paraît quand même utile à mon propos. À propos du temps, bon, Marx souligne que dans les systèmes d'échange autres que l'échange marchand, le but de l'échange est en dehors de l'échange. C'est-à-dire consommer, utiliser la chose, en jouir, etc. Les hommes échangent, en dehors du monde marchand, échangent parfois selon leurs besoins. Bon. Le processus de l'échange tend donc à un achèvement et à une fin. Alors que selon Marx, ce qui caractérise la logique du capital, c'est un schéma tout à fait étrange, vous savez, qui résume sous la forme AMA, argent, marchandise, argent. Autrement dit, on achète pour vendre. On achète pour vendre. Et du coup, le commencement et la fin du processus se rejoignent. Le but la logique du capital, selon Marx, le but, c'est pas de jouir des choses, c'est pas de thésauriser. Le but, c'est le mouvement de la valeur qui se valorise tout le temps, elle-même. Et donc, cette identité, c'est un peu technique, mais vous allez voir que c'est parlant, cette identité entre le commencement et la fin fait que le mouvement n'a pas de fin. C'est un mouvement sans fin. Le capital pose le mouvement de la valeur qui se valorise elle-même comme illimité dans le temps. Et donc, citation de Marx, enfin, si subjectivement on peut placer toutes les attentes qu'on veut dans le monde marchand, objectivement, ce que vise le capital, c'est, dit Marx, la vie éternelle de la valeur. Ce que vise le mouvement du capital, c'est la vie éternelle de la valeur. Bon, terme d'éternité, on peut le prendre dans un sens un peu ironique, la vie éternelle de la valeur. En un sens ironique, c'est-à-dire le capital vise l'éternité dans l'ordre de ce qui est quantitatif. Et au fond, jamais on atteint une richesse abstraite absolue. Autrement dit, le capital vise une forme d'éternité dans quelque chose qui sera toujours fini. On a toujours à la fin des fins du processus de l'échange une valeur finie. Et donc c'est un peu ce que Hegel appelait un mauvais infini, c'est-à-dire un infini qui ne dépasse pas ce qui est fini, mais qui le conteste et qui retombe sans cesse dedans. D'où la logique un peu en spirale du capital, réinvestir pour réinvestir pour réinvestir. La valeur, la vie éternelle de la valeur, dans l'expression de Marx, il faut le prendre dans un sens aussi qui n'est pas seulement ironique, je crois. Qu'est-ce que c'est être éternel? C'est rester identique à soi, en échappant au temps qui s'altère. C'est être permanent. L'éternité, c'est le maintien sans fin du même. Et bien c'est un peu ça qu'est la valeur, telle que Marx l'a décrit.
Elle veut vivre éternellement en ne cherchant jamais rien d'autre qu'elle-même. D'où le mépris de la valeur pour tout ce qui est périssable, et d'où l'indifférence, au fond, structurelle du capital au temps de la nature et au temps des hommes. Donc, premier point que je voulais établir, au fond, l'abolition du temps a toujours fait partie de la métaphysique du monde marchand. Deuxième chose très très sommaire qui concerne les corps, et les corps des marchandises. La valeur, elle n'existe pas toute seule, elle n'existe pas en l'air. Elle est obligée de prendre corps, et elle prend corps dans les marchandises. Elle est valeur des marchandises, qu'on achète, qu'on vend, qu'on échange. Mais comme la valeur est un principe d'équivalence universelle, qui rend commensurables les choses, et bien au fond, la valeur peut prendre corps dans n'importe quelle marchandise. Elle se réincarne, dit Marx à certains endroits, elle se réincarne dans les différentes marchandises. À l'époque moderne, les choses sont dépouillées de leur utilité en vue des usages. Elles deviennent des porte-valeurs. À travers les marchandises qui vont et viennent sur le marché, c'est la valeur qui se réincarne de façon perpétuelle. D'où l'étrange mode d'être des marchandises. Vous connaissez ça, Marx disant les choses de notre monde sont des choses sensibles, suprasensibles. Sensibles, suprasensibles. D'un côté, elles ont une valeur d'usage pour les hommes, mais d'un autre côté, elles ont entre elles des rapports d'échange qu'elles entretiennent entre elles et qui font qu'elles sont comme si elles avaient une vie autonome. Et donc les choses produites par les hommes semblent vivre une vie propre dont les hommes ne sont pas maîtres. Bon. Monde marchand, c'est un monde de corps interchangeables, animés, envoûtés, dirait Marx, par une valeur qui se veut éternelle. Donc vous voyez qu'on a un monde qui est assez enchanté quand même. Pas aussi prosaïque qu'on l'imaginerait ou qu'on voudrait l'imaginer. Alors, je reviens à mes transhumanistes. À l'époque de Marx, cet enchantement du monde marchand n'atteint pas les corps humains. Alors bien sûr, les corps ont une valeur, puisqu'on les loue, on les rétribue, mais au fond, cette valeur des corps, elle est entièrement dépendante de leur valeur d'usage. Les corps des hommes qui sont employés restent des réalités physiques, avec des limites naturelles. Alors on peut essayer d'étendre ces limites, faire travailler plus les hommes, mais n'empêche que ces limites sont par nature finies. Ce n'est que plus tard, à mon avis, que le corps des hommes peut devenir absolument ou intégralement marchandise. Et peut-être qu'il manquait encore à la conception marchande du monde de quoi capturer intégralement ces corps, les nôtres. Et c'est là que la technoscience enrôlée dans le transhumanisme, c'est long à dire, à mon avis, vient lui prêter main forte, car elle permet l'extension de la métaphysique marchande à la structure même de nos corps. Le corps intégralement technicisé qu'on nous annonce sera parfaitement échangeable et intégralement échangeable. En totalité, dans toutes leurs parties, nos corps vont devenir des produits. Et nous aurons à gérer un stock de produits appelés à être remplacés par des produits toujours plus innovants. Le discours transhumaniste, en un sens, fait apparaître ou programme l'obsolescence de nos corps. À charge pour chacun, reviendra la charge pour chacun ou à chacun de les renouveler, de les bien gérer. Au fond, notre rationalité la plus avancée fait apparaître la maladie et la mort comme des irrationalités. Seuls tomberont malades les mauvais investisseurs. Seuls mourront ceux qui ne sont pas assez rationnels pour bien gérer leur stock de produits qui constituent leur corps. Si vous voulez, on est passé d'un modèle qui était la réification de l'homme qui travaille, qui perd ses forces et qui fait grandir en face de lui un monde qui lui échappe. On est peut-être passé d'un modèle qui était la réification de l'homme, alors le mot est très pédant, mais un modèle qui serait plutôt l'anthropomorphose du capital. Nos corps, grâce au transhumanisme, peuvent devenir intégralement, dans toute leur structure, de l'ordre de la marchandise. En ce sens, l'immortalité fournit l'horizon métaphysique parfait pour légitimer l'entreprise de marchandisation de nos corps. Et de ce point de vue, le transhumanisme me semble être un peu le stade suprême du consumérisme. Stade suprême du consumérisme. L'esprit de la science que j'évoquais pour commencer, donc vous voyez, c'est tout autre chose que les réalisations techniques et les découvertes scientifiques. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. L'esprit de la science, c'est plutôt un ensemble de représentations qui se fixent dans nos esprits et qui sont en train, peu à peu, de s'enfoncer dans le rapport que nous avons à nos propres corps. Et si la science fait des découvertes qui suscitent l'enthousiasme, l'esprit de la science, à mon avis, il sécrète plutôt, il induit plutôt l'inquiétude en nous. Il induit l'inquiétude. Au fond, son but, c'est que nous ayons une attention angoissée de tous les instants à l'égard de nos propres corps.
Au fond, son but, c'est d'induire en nous une obsession sécuritaire, presque, pour notre propre conservation. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui opposer? Comment on peut se réapproprier nos corps, ou l'image de nos corps, ou l'idée de nos corps? Tu m'as dit, Michael, écart, il me reste 10 minutes, un quart d'heure. Ouais, super. Comment on peut se réapproprier nos corps? Bon, si on observe le XXe siècle, le culturisme, l'invention multiple des crèmes régénérantes et activatrices de jeunesse, les nanorobots reconstructeurs, l'hybridation avec les ordinateurs. On a l'impression incroyable que tout le XXe siècle s'est acharné à faire de nos corps une espèce d'abstraction. Et l'annonce de l'immortalité nous mène au bout de ce processus d'abstraction ou abstractif. Alors, comment se réapproprier nos corps? Je me dis qu'il faut d'abord qu'on essaye de casser l'image du corps que donne le transhumanisme, qui veut le dépasser. Essayer de se débarrasser de l'image qu'il en donne et d'en proposer une autre, parce que le transhumanisme ramène vraiment notre corps à une réalité naturelle, vouée à la nécrose et à la dégradation. Il fait du vieillissement une pure et simple décomposition, puis c'est tout. Il réduit le corps à être le principe de la mortalité, quoi. Et au fond, il réduit toute la question de notre finitude à une question purement technique. Et alors le piège qui nous tend, c'est d'opposer à ça ce que je vous disais au début, quoi, l'idée que le corps est une réalité naturelle, intangible, et que la souffrance, la maladie et la mort sont ce qui nous rappellent à notre humaine condition et à ses limites. Bon. Et on tombe un peu dans un lyrisme un peu romantique quand il n'est pas vitaliste qui désamorce la critique, en plus d'être un peu douteux. À mon avis, enfin, ce que je voudrais vous proposer, il faut distinguer entre le corps comme réalité naturelle et le corps de l'existence, le corps avec lequel et selon lequel nous existons. Le corps naturel, bon, c'est un corps objectivé, c'est un corps vu du dehors, et c'est un corps qui est un peu étranger au sens d'une vie. Alors, il s'y déroule des processus fascinants, c'est une réserve incroyable de gènes, neurones, cellules et tout ce que vous voulez. Il affecte l'existence de mille et une façons, bien sûr. Mais il n'en reste pas moins que quand on tombe malade, c'est encore à nous de décider ce que nous faisons de cette maladie, avec elle, contre elle, par-dessus elle, que sais-je encore. Le corps existé ou le corps existentiel, celui-là, au fond, je ne crois pas qu'il soit lié à la mortalité. C'est-à-dire, bien sûr qu'il va mourir, mais la mort lui tombe dessus, n'a aucun sens pour lui. La mort est insignifiante pour le corps avec lequel nous existons. Et ce corps existentiel, ce qu'il a d'important, ce n'est pas tellement qu'il va nous faire mourir, c'est plutôt qu'il est au principe de notre finitude. C'est ça que je voudrais essayer d'opposer au transhumanisme, une autre idée de la finitude qui n'est pas la défense de notre corps naturel et mortel. Alors comment on se guérit du désir d'immortalité? Et bien comment on comprend que notre corps est constitutif de notre finitude? Comment notre finitude tient-elle au corps? Deux petits points. La première évidence à souligner, à mon avis, c'est que le corps inscrit dans l'existence une contingence radicale. Contingence radicale, je peux m'imaginer dans un corps tout à fait autre, et tout ce qui constitue mon corps, son origine, sa structure, son allure, sa physionomie, tout ça au fond est absurde. Tout ça au fond est absurde, et à la limite, ça sera justement l'aventure d'une vie que d'apprendre à faire avec ce corps, d'apprendre à en user, d'apprendre à l'aimer, à le faire aimer, pour lui trouver quelques raisons d'être mon corps. Au fond, une vie singulière, c'est quand même assumer d'une manière ou d'une autre la contingence qu'est notre corps. Et le transhumanisme veut absolument éliminer cette contingence. Il nous propose de nous choisir intégralement, de devenir pleinement justifiés, et d'être des causes de nous-mêmes, un peu comme Dieu est causa sui. Et là, je crois que dans l'idée de choisir intégralement son corps pour échapper au hasard de la nature, il y a vraiment une profonde hostilité à la contingence, qui est celle de notre corps. Au fond, vous voyez, le transhumanisme, il veut faire du corps une contingence de l'existence. Mais ce n'est pas ça le corps. Le corps, c'est l'existence comme contingence. Qu'est-ce que je veux dire? Je ne veux pas dire qu'il faut se résigner aux souffrances et aux maladies et poser la biologie comme une sorte de fatalité. Pas du tout, ce n'est pas ça la question. Ce que je veux dire, c'est que si nous n'avons aucune raison d'être ce corps-ci plutôt qu'un autre, nous avons toujours à exister à partir d'un corps singulier qui n'est pas les autres. Il y a une nécessité de notre contingence, au sens où il est nécessaire que nous soyons existants sous une forme contingente d'être ainsi et pas autrement. Autrement dit, on peut choisir son corps, mais c'est parce qu'on a déjà un corps à choisir. Et si on le choisit, ça sera l'exclusion d'autres possibilités de faire corps.
nécessité notre contingence. Alors, en quoi cette contingence et le corps qui la soutient ou qui la fonde est une structure de sens? En quoi elle constitue notre finitude comme un univers qui fait sens pour nous? Il me semble que, et à mon avis c'est de ça aussi dont le transhumanisme veut nous libérer, non, nous déposséder, il semble que le corps et sa contingence, enfin il me semble en tout cas, contient la possibilité pour nous d'être dans un monde et de faire partie d'un monde. Un monde qui serait à disposition instantanément et de tous les côtés, comme si on n'était pas incarné, ne serait absolument pas un monde. Un monde, si les mots ont un sens, ça a un coefficient d'adversité. Il y a une résistance des choses, il y a des délais temporels, il y a des écarts dans l'espace, il y a des conflits possibles avec les autres. Un monde ne s'ouvre, ne prend forme que pour des êtres tenus à la contingence qui est celle de leur corps, pour des êtres situés, dispersés. Et le corps, quant à lui, n'est rien d'autre que la perspective contingente sous laquelle nous prenons part au monde. Exister, c'est réaliser le monde, en dépassant, c'est pratiquement une phrase de Sartre, vous avez sans doute reconnu, exister, c'est réaliser le monde en dépassant la contingence que mon corps est pour moi-même. Bon, la conscience de notre finitude, avoir un corps contingent et devoir, à partir de là, assembler un monde avec les autres, la conscience de notre finitude ne fait absolument pas de notre existence corporelle une forme de déchéance. Notre finitude a un sens qui est de donner consistance à un monde qui pourrait être autre depuis la contingence de nos corps qu'au présent. Alors il n'est pas sûr que ce monde va prendre forme, pas sûr qu'il va tenir. Mais ce qui me semble sûr, c'est que monde et corps, ça va ensemble. Monde et corps tiennent ensemble, ou disparaissent ensemble. La finitude, ce n'est pas la mortalité d'un être naturel. La finitude, c'est la nécessité de faire le choix du monde à partir de nos corps contingents. Et de ce point de vue, les créatures du transhumanisme, ou du coup même post-humanisme, puisque là on parle du corps 3.0, ces créatures, à mon avis, manquant de corps, vont aussi manquer de monde. Il n'y a plus de monde si on dépasse les corps, parce que c'est le corps qui est le dépassement par lequel on fait un monde. Seul accède à tous les mondes, à mon avis, celui qui ne prend part à aucun. Hans Moravec, fondateur du plus grand centre mondial de recherche en robotique, projette la constitution d'une intelligence qui serait répandue dans tout l'univers, et je cite, « susceptible de convertir tout l'univers en une entité pensante, une éternité de pure célébration. » Très joli. Soit, mais à mon avis, cette intelligence, faute de corps, survolera le monde. Au fond, tout l'univers lui sera donné à cette créature immortelle du transhumanisme, tout l'univers lui sera donné sans extériorité, sans transcendance. Et au fond, l'immortel sera, vous voyez, comme un peu en exil devant un monde fantomatique, un monde absent. Vous voyez, moi je me le représente, cet immortel, comme une intelligence qui fait défiler les informations et les images du monde, comme ferait un peu un Dieu là de sa création, qui regarde à distance. En ce sens, le transhumanisme est aussi un acosmisme. L'esprit qui nous promet sera un esprit sans monde. Et c'est en ça, à mon avis, que l'immortalité est une menace. J'ai presque fini. C'est pas du point de vue d'une morale de la nature. Enfin, on peut défendre ça, hein, c'est rigoureux, c'est cohérent, mais c'est inquiétant. C'est pas du point de vue d'une morale de la nature, c'est du point de vue d'une politique de la finitude. En voulant nous exproprier de nos corps, le transhumanisme veut d'abord et avant tout nous déposséder du monde, je crois. Et le problème, vous voyez, à mes yeux, c'est pas du tout que le transhumanisme nierait l'homme, sa réalité naturelle, sa mortalité. D'ailleurs, au fond, le transhumanisme est très humaniste. Il s'agit en fait de continuer dans la lancée humaniste selon laquelle l'homme peut construire le monde et puis aussi s'auto-construire intégralement. Transhumanisme, plus on en parle, je dis, c'est un très humanisme ou un trop humanisme. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin de lui pour que l'homme se nie lui-même. C'est quelque chose que l'homme fait très bien. Le problème, donc, c'est pas ça. C'est pas que le transhumanisme nierait l'homme, sa nature, sa mortalité, je ne sais quoi. Le problème, de mon point de vue, c'est que le transhumanisme qui annonce l'immortalité, fait tomber nos corps intégralement dans l'univers de la marchandise, 2, annule la contingence de nos corps, et 3, nous propose d'exister à part entière dans le monde virtuel ou dans le pseudo-monde du virtuel, qui, à mon avis, est un monde intéressant dans lequel on passe, dans lequel on circule, mais qui n'est pas un monde dans lequel on peut habiter, quoi. Et c'est là-dessus que je voudrais conclure. Alors, notez que l'hubris, attends, si je parle d'hubris, ça suppose une nature, mais bon, tant pis. L'hubris
l'hubris capitaliste qui veut vaincre la finitude de la planète s'entend à merveille avec l'hubris transhumaniste qui veut vaincre la finitude de notre corps. Ils marchent ensemble, au fond. Il y a une certaine technoscience qui a rendu un peu invivable le monde. Eh bien, qu'à cela ne tienne, on va inventer autre chose que l'homme pour pouvoir survivre dans ce monde invivable qui a été produit. Et il ne faut pas s'étonner si les mêmes types qui nous annoncent la fin de l'homme, la disparition de l'homme, sur le côté et par la bande, prennent bien soin de construire des bulles écologiques artificielles dans lesquelles ils iront s'abriter après la fin du monde, quoi. Les deux vont ensemble, quoi. Voilà ce que je voulais proposer. Pierre, pour cette défense très vivante de la mortalité et de ses bienfaits sur le monde. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui, alors là, ça va pas être facile par contre. Attendez, parce qu'on enregistre, donc si on va avoir... Merci. Dans cette conception complètement matérielle de l'esprit qui est proposée par le transhumanisme, est-ce qu'il y a encore de la place pour la déduction ou tout ne serait qu'induction? Enfin, est-ce que... Tu as l'air d'avoir une idée très précise. Je sais pas. Pourquoi Vous pouvez m'expliquer pourquoi? Parce que, D'où vient vous poser cette question? quand vous parlez d'esprit information, l'image que j'ai, c'est que c'est des informations qui sont nécessairement matérielles, et que du coup, toute pensée qu'on peut avoir serait forcément une pensée inductive, issue des données de l'expérience. Enfin, je ne veux pas paraître trop scolaire, mais je me demande comment est-ce qu'on peut former des jugements synthétiques a priori comme ça. Quand on sera implémenté sur un support non biologique, est-ce qu'on pourra encore former des jugements synthétiques a priori? Oui. Waouh, la colle. Ah là, on fait moi le malin. C'est quand la pause? Est-ce qu'on pourra former des jugements synthétiques a priori? C'est le mystère de l'algorithme, faut pas trop... A priori, non. A priori, non. C'est une pensée de type algorithmique. Donc, qu'est-ce que c'est un algorithme? Pour le peu que j'en sache, c'est un ensemble de procédures pour obtenir un résultat. Quels que soient les éléments sur lesquels portent les procédures et le sens du résultat. Là, je vois pas de jugement synthétique a priori. Moi, je vois de la numérisation, quoi, enfin, un formalisme numérique, où on remplace les choses par des symboles algébriques et où on se concentre sur les opérations mathématiques qui peuvent enchaîner ces symboles les uns aux autres. Une pensée automatique, quoi, une pensée un peu automatisée. Donc, sans intuition. Donc, jugement synthétique a priori, non. À tout jamais, renoncer. Okay. Je dirais ça, mais c'est un peu abstrait ma pensée. Par intégration des expériences précédentes. Oui, il y a une capacité d'apprentissage qui est donnée par rapport au monde qui leur est donné. Oui, mais que vous piégez quand même très facilement. Non? Tu poses une question décalée, absurde, humoristique, dont le sens est poétique et pas littéral. Non, ils réagissent à ça aussi. En disant j'ai pas compris ou en disant... Enfin, je sais pas. Bon, c'est vrai que mon expérience est restée limitée, mais j'ai essayé, comment s'appelle le logiciel Siri. Bon, on la plante très très facilement. Ou on le plante d'ailleurs, je ne savais pas, mais on peut choisir le... Oui, le sexe. Siri n'est pas comment ça s'appelle. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir une conversation suivie avec Siri. Non, du tout. C'est question-réponse. Donc, quand tu lui poses une question sur la réponse donnée, ça part en fait à zéro. C'est pour ça que c'est frustrant. Par contre, il y a des algorithmes qui sont entraînés, qui sont fabriqués pour se piéger entre algorithmes. Et ça s'appelle la finance. Ça s'appelle le fonds de retraite. Enfin, un beau fonds de retraite pour ceux qui auront la chance d'en avoir. Je pense qu'il y aurait d'autres problèmes avant, mais les fonds de pension aujourd'hui, c'est-à-dire la majorité des investisseurs, sont traités par des machines depuis une dizaine d'années. Quand on parle de remplacement de l'humain par la machine, en fait, le fait que ça soit là depuis 10 ans, ça inquiète personne apparemment. Et c'est dommage parce que, en fait, tant le côté technologique que l'idéologie qui est autour, c'est exactement ce qu'on reproche aujourd'hui à Google. C'est des libertariens, c'est l'idée que l'humain est faillible et donc il faut le remplacer par la machine parce que les prix ne sont pas fixés de manière objective par
Par contre, la machine pourra le faire. Et c'est des big data et des plateformes. Mhm. Et c'est là, surtout depuis la crise des subprimes, ça a donné un coup d'accélérateur. Évidemment, avec la complexité active du politique, on dérégule les marchés. La bourse de Paris, elle est à Londres. Alors, il va bientôt peut-être aller ailleurs, à Amsterdam, à Shanghai, je sais pas où. Mais, et une bourse, aujourd'hui, c'est une salle de serveur. Ouais, et l'argument de la faillibilité humaine, c'est vraiment la porte d'entrée à la légitimation de toutes les innovations. Tu vois, la Google Car, qui nous est présentée donc comme la disparition des accidents, puisque l'homme est parfois étourdi, l'homme est parfois fatigué, formidable. En fait, la Google Car, c'est un dispositif extrêmement complexe qui est prévu, reposant sur des biocapteurs, des enregistrements des conversations dans la voiture, et qui te permettent, en temps réel, que la voiture te conseille sur ce que tu pourrais faire, prendre un hôtel, aller rencontrer quelqu'un, t'arrêter dans une pharmacie, selon ce qu'elle a capté de ton activité organique et de la discussion dans la voiture. C'est-à-dire, elle te conseille qu'il y a des soldes d'aspirine dans la pharmacie d'à côté, elle a vu sur ton profil Facebook que tu es ami avec tel genre de personne, tu peux la rencontrer au village d'à côté. Donc c'est une espèce d'ultime prolongement du monde consumériste quand même. Il n'y a plus de paiement, il n'y a plus d'achat, et la Google Car devine tes désirs avant que tu les formules, et les accomplit sous tes yeux, ce qui peut donner un sentiment d'assez grande toute-puissance, d'ailleurs j'imagine. Question, je ne sais pas, qui est peut-être un petit peu polémique, vous allez me dire. Vous avez cité Marvin Minsky, vous avez cité Hans Moravec, vous avez cité évidemment Ray Kurzweil. Ce sont tous des transhumanistes, plus ou moins, enfin, qui se réclament eux-mêmes. Kurzweil, ces derniers temps, se réclame moins du transhumanisme pour lui-même. Ils sont tous des anglo-saxons et ils sont tous des gens dont les œuvres que vous avez citées remontent à déjà au moins une décennie et pour d'autres encore un petit peu davantage. Et à chaque fois en les utilisant, vous avez répété incessamment le transhumanisme, les transhumanismes, eux. Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer des transhumanistes, d'aller discuter, d'aller vous frotter dans les conférences, dans les colloques auxquels ils se réunissent, est-ce qu'ils discutent? Est-ce que ça n'est pas problématique, pour venir à ma question, de parler du transhumanisme, d'un transhumaniste? Est-ce que ça n'est pas une certaine manière de le construire? Est-ce qu'il n'y a pas une dimension, pour vous-même, fantasmatique dans la construction d'un certain transhumaniste que vous nous avez bien décrit? Bonne question, merci. Je ne serais pas capable de faire des différenciations dans les courants transhumanistes et j'ai pris peut-être la version la plus facile à boxer. Les rencontrer en chair et en os, non. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je ne l'ai pas fait. Il faut que je me dépêche d'ailleurs, puisqu'ils vont bientôt quitter leur incarnation. Et ouais. Mais j'ai essayé d'écouter toutes sortes de conférences que je trouvais sur Internet, de feuilleter tout ce qui était encore compréhensible sans que ça rentre dans une trop grande technicité scientifique. Et l'idée que la forme humaine, telle qu'on la connaît sous son incarnation actuelle, est appelée à être dépassée, ça c'est comme un point commun à tous. Voilà, après, dans la version du corps 3.0, par exemple, effectivement, il y a des différenciations super importantes. Il y a des transhumanistes qui prennent une piste quand même très spiritualiste, un peu presque. J'étais très étonné de ça, je voulais fouiller un peu, bouddhiste ou zen, c'est-à-dire, au fond, une réconciliation de l'individualité humaine par disparition de ses limites avec une espèce de grande totalité spirituelle. Par exemple, ces gens-là sont un peu différents de ceux qui considèrent que le corps 3.0, c'est l'esprit désincarné pour être implémenté dans une machine, ça c'est sûr, oui. Donc par exemple, ça j'ai écarté complètement. Cette mystique, c'est intéressant d'ailleurs que nos savants les plus avancés rejoignent une mystique aussi ancestrale et aussi peu scientifique que le zen ou le bouddhisme. Mais ça, j'ai cette côté. Certains d'entre eux, oui. Mais donc oui, bien sûr. Alors est-ce que j'en ai fait une construction fantasmatique? Je me suis construit un ennemi, oui, ça. Sans doute, oui. J'aurais une question, moi, sur le concept clé de ton argument, qui est l'immortalité. Tu as à un moment parlé d'éternité, et bon, j'ai le sentiment quand même que l'immortalité, c'est l'éternité du pauvre, si tu veux, dans l'histoire de la philosophie. Est-ce que tu fais aucune différence entre ces deux concepts? Est-ce que il y a quelque chose comme une éternité transhumaniste, compte tenu du fait qu'en général, l'éternité est promue philosophiquement parce que elle est vraiment l'image de l'infini, puisque contrairement à l'immortalité, elle n'est pas bornée par son commencement. Donc est-ce que ce sont deux notions que tu prends, ou que même les transhumanistes d'ailleurs, que tu as citées, prennent comme équivalent, que la prennent comme équivalente, je m'en doute, mais est-ce que tu ne crois pas qu'on pourrait aussi jouer, bon, je serais le premier à dire qu'il faut jouer la finitude contre l'immortalité, mais l'éternité contre cette fausse conception de l'infini? C'est ce que je faisais un peu avec Aristote.
C'est un peu ce que j'essaie de faire, c'est-à-dire s'immortaliser pour Aristote, c'est pas s'installer dans la longue durée, et que là, l'éternité, précisément, elle a plus la forme de l'instant que du temps. D'où son caractère suspensif et puis son caractère évanescent ou fugitif. Mais complètement, oui. Et bon, ça, c'est tellement, en un sens philosophique et peut-être austère, que je ne vais pas développer, mais une question qui pose à moi de savoir de quelle forme de contemplation on peut parler, dans lesquelles, effectivement, on suspend un moment du temps et on touche peut-être à quelque chose qui a une autre nature que celle du temps. L'éternité, elle appelle enfin, on pourrait penser aussi à Spinoza, bon. Ouais, Elle appelle un événement, parce qu'au fond, cette immortalité transhumaniste, ce qui fait qu'elle ne fait pas monde, c'est qu'il ne s'y passe rien, que la répétition du même, quoi, ou que la prolongation de calcul. Et donc je pensais plutôt, oui, effectivement, à l'éternité comme expérience, par conséquent, malgré tout, comme événement, même s'il est effectivement un instant et pas quelque chose qui simplement inscrit le présent dans sa perpétuation. Mais ça, c'est peut-être presque quasiment à chacun de chercher à quel moment il vit des instants, on pourrait dire de grâce, et qui peut-être cassent un peu le déroulé du temps et font que le temps passe autrement ou cesse de passer pendant un moment. Je ne sais pas moi, mais à mon avis, c'est quelque chose qui n'est pas possible, c'est grâce qui nous sortent du temps sans les corps. Parce que la contemplation d'Aristote, c'est la vie théorétique, c'est la partie divine en nous. Est-ce que cette grâce, elle n'est pas possible dans l'expérience esthétique, dans l'expérience amoureuse, dans des choses comme ça? Et je ne suis pas sûr qu'on puisse, nous, être incarnés et vivre une autre expérience du temps sans que ça passe aussi par le corps d'une manière ou d'une autre, quoi. Et d'ailleurs, tu as peu évoqué ce qu'on pourrait faire. Est-ce qu'il n'y a pas du tout de théorie transhumaniste du plaisir, de la sexualité? Comment on va faire l'amour alors, avec monsieur, ces trucs peut-être vous saurez beaucoup mieux que moi, mais ce que j'ai lu de tout ça, c'est incroyable. Ils projettent une reconstruction intégrale de toute l'expérience sensible. Un des exemples de Ray Kurzweil, c'est un ami à lui, bon, l'exemple est un peu fou dans ma tête, mais vous allez voir tout de suite l'idée, qui a perdu l'ouïe, qui était grand amateur, grand mélomane, amateur de musique classique, et qui l'a retrouvé, et auquel on a pu implanter une capacité, enfin je ne sais pas comment on appelle ça, un nanorobot, quoi, bon, qui décuple et qui affine sa capacité d'audition. Et il dit lui-même qu'il entend mieux, et son expérience de la musique est enrichie depuis qu'il était augmenté. Kurzweil, par exemple, annonce que nous serons libérés de la charge de s'alimenter, au sens nutritif du terme. Il y a des nanocapsules pour faire tout le boulot, et en plus avec une précision diabolique, pour nous distribuer tout ce dont nous avons besoin pour être parfaitement en forme, et nous n'aurons plus à manger que pour le plaisir. Non, mais l'alimentation donne déjà un élément de réponse. Pardon. Ça sera la petite mort directement, mais sans... Mais la sexualité, je pense que c'est... Oui. Je sais rien, j'ai pas lu la théorie transhumaniste de la sexualité. Enfin, j'imagine que c'est directement au moment mais de... je pense que tu envoies le bon flux d'hormones au bon moment. Et... L'inconscient, son rôle dans la sexualité? Non, moi je vous parle d'immortalité, de contemplation, vous n'avez pas emmené le désir et l'inconscient. La sexualité, attends que je réfléchisse. C'est pas intuitif alors. Je te laisse. Non, c'est pas intuitif. Tu peux en voir plutôt des évocations métaphoriques. Je pense à un film que je trouve magnifique qui s'appelle Her. Vous savez ma prononciation. Donc c'est Joaquin Phoenix? Non, c'est qui l'acteur? Joaquin Phoenix. On est dans un futur qui pourrait sembler un présent imminent. C'est ça qui est magnifique dans ce genre de science-fiction, c'est qu'il n'y a pas de machine du tout. Toute la technique, au fond, c'est invisibilisé. Elle fait partie du mobilier naturel. C'est pas de la science-fiction spectaculaire. Et donc dans le film, il tombe amoureux d'une voix de synthèse. Bon, c'est quand même la voix de Scarlett Johansson, mais il tombe amoureux d'une voix de synthèse. Et il y a une forme de désir extrêmement neuf et un peu inédit, quoi, qui naît de cette relation rigoureusement impossible avec quelqu'un qui n'existe pas. Mais c'est pas la sexualité. Il y a la même scène dans Blade Runner 2049. Ah, j'ai pas encore vu. Quand à un moment donné, il est amoureux d'un hologramme, en réalité, qui est une machine qui a été installée chez lui. Je ne sais pas pour ceux d'entre vous qui ont vu le film. Et en fait, ça pose la question aussi de ces machines qui sont atteintes de sensibilité, qui est un peu, moi que j'ai pas compris, un point invoque de ton raisonnement. C'est-à-dire, tu parles de la façon dont l'homme pourrait se projeter dans une immortalité par la machine, d'accord, développer de sa masse corporelle, son enveloppe corporelle. Mais en revanche, tu passes sous silence la dimension qui a été développée par certains transhumanistes de machines qui développent une sensibilité tout à fait humaine. Et c'est-à-dire qu'il serait non seulement... c'est pas que nous, on serait projetés dans un ailleurs mécanique, c'est qu'on inventerait quelque chose de mieux que nous, qui aurait tous nos avantages sans nos inconvénients, d'une certaine manière. Mais attends,
Vincent, si on fabrique une machine qui a une sensibilité, tu dis humaine, c'est-à-dire qui vit son corps, aussi machinique soit-il, comme nous on le vit, c'est-à-dire une forme contingente depuis laquelle on appartient au monde et depuis laquelle on doit adresser des choses aux autres et tisser des liens qui peuvent s'effondrer. Alors moi je l'intègre à l'humanité sans problème, ça ne me pose aucun souci. Ça fera partie de l'humanité. Oui, mais elles Aucune n'ont pas forcément la dimension contingente dont tu parles. Elles peuvent développer des formes de sensibilité humaine sans la contingence. Qu'est-ce que c'est qu'une sensibilité humaine? Alors là c'est le point. Qu'est-ce que c'est qu'une sensibilité humaine? On peut prendre une C'est une dernière sec- question. C'est Oui. une super question. Oui, merci. Il y a beaucoup de choses, mais au moins je voudrais faire des remarques concernant le trois notions que vous avez utilisées. Vous avez utilisé la notion humanisme, métaphysique et rationalité. Alors là, je pense, je voudrais faire, on peut, à propos de la notion, si c'est son humanisme, si c'est un bon sens, si on entend l'humanisme en bon sens, c'est ça. Bon, à mon avis, ils ne sont pas tellement humanistes en bon sens. Et en plus, c'est un mot qui est attrapé par tout le monde et partout par les nationalistes pour dire que c'est nous sommes qui sommes humanistes, etc. Soi-disant, par exemple, et voilà, et soi-disant l'Occitan mis en question, alors, et des autres, des grandes populations d'ailleurs, qui peut dire nous sommes humanistes, nous sommes meilleurs, mais c'est pas ça. Là, sur leurs actions, ça se voit pas. Par exemple, les Chinois, par exemple, ils continuent à massacrer les étudiants, des minorités, etc. Alors comme ça, alors qu'ils veulent dire nous sommes meilleurs, c'est pas du tout ça. Alors et deuxièmement, c'est pour ça, c'est partout, il faut faire attention. Et bon, alors si on vraiment un bon sens humanisme, ils sont pas tellement humanistes, en bon sens quoi. Et métaphysique aussi, je pense, c'est plutôt métaphysique en bon sens, réaliste. C'est pas, il peut pas dire comme caractériser comme un bon métaphysique réaliste. Non, je pense que c'est plutôt illusionniste, plutôt, je dirais plutôt religion, un peu religion illusionniste, religion dogmatique, il me semble un peu, je peux caractériser comme une religion dogmatique plutôt, parce qu'ils veulent pas même savoir tout ce qui concerne l'homme, l'esprit là, ils savent comme si c'est voilà, tout ça, il y a beaucoup de choses. Deux choses, ouais. Aussi rationnel. On peut pas caractériser. Alors, je pioche. Métaphysique. Métaphysique. Oui, mais je répète, c'est pas des illuminés. Pensez, on en a rigolé, l'histoire du ver nématode. Le ver, ils ont prolongé sa vie de 8-10 fois en agissant sur la structure du gène. Donc ça, c'est à portée de main, c'est à portée de notre présent, de prolonger la vie des corps humains par une opération qui semble assez simple. Donc c'est pas juste la métaphysique d'individus qui nous disent on va se libérer du corps puis on vit tous heureux dans une cyberconnexion internationale. C'est des savants et des ingénieurs quand même. Alors peut-être qu'ils euphorisent les découvertes, ça c'est d'autres questions, et puis ça dépend lesquelles. Humaniste, juste un mot là-dessus. Bien sûr, il y a 1000 usages dangereux, douteux, catastrophiques du mot humanisme. Moi je me dis, au fond, en travaillant depuis 2 jours ensemble, là, que je me dis que l'homme peut très bien vivre sans une définition de l'homme. Je ne suis pas sûr en fait qu'on ait besoin de remplir ce concept d'humanisme. Et je me dis même que l'homme, il se définit toujours de manière adversative. Il se définit par rapport à la machine, par rapport à l'animal, par rapport à Dieu, par rapport aux minéraux, j'aimerais bien, mais c'est moins évident. Donc ça ne me dérange pas que le concept d'humanisme reste vide. En un sens, c'est peut-être sa plus riche propriété. Ouais, Merci beaucoup, Pierre.